Radio J. Bonsoir chers auditeurs du soir, bienvenue sur Radio J, c'est votre émission de débat en direct tous les mardis soirs. Enfants d'Abraham, le débat sans tabou et sans crainte, mais dans la courtoisie, la bienveillance qui sied à des enfants d'Abraham d'origine de cœur ou de pensée. Michel Zerbib au micro, 94.8 FM, Paris région parisienne, c'est Radio J, radioj.fr. Dans le monde entier, vous pouvez vous exprimer, comme chaque semaine, sur le compte Twitter de Radio J. Ce soir, un thème fort et central. La France, l'Europe, peut-elle préserver son héritage judéo-chrétien face à la montée de l'islam ? Quel serait le but donc de cette réaffirmation culturelle et un peu abrupte au moment où l'Europe est entrée dans l'ère de la crainte et des peurs plus ou moins rationnelles ? C'est vrai, mais chaque semaine nous apportons l'eau de peurs en tout genre, l'épidémie, la crise, le terrorisme, l'islamisme, voire même l'islam tout simplement, qui n'appartiendrait pas pour certains à l'idée de l'Europe et de ses valeurs, et toutes ces peurs qui viennent nous percuter. Car oui, parmi ces craintes, celle d'une religion musulmane conquérante est très répandue chez ceux-là. Jean-Marie Rouard, dans son dernier livre, qui sort dans quelques semaines, Ce pays des hommes sans Dieu, explique que ce n'est pas l'attachement intransigeant à la laïcité ou la divination de la République qui permettront d'affronter le séparatisme, mais bien la réaffirmation assumée de l'héritage judéo-chrétien. Alors affirmation positive ou plutôt réaction, car en effet une nouvelle génération de Français et d'Européens le dit, le crie, il faut faire table rase de ce passé, laisser la place nette au multiculturalisme, largement emmené d'ailleurs par l'islam, les musulmans et leur soutien, la Turquie en tête. Une guerre culturelle en quelque sorte avant de devenir, si l'on peut dire ici Dieu nous en préserve, une guerre tout court. Nous allons en discuter pour tenter de dissiper ces peurs, mais aussi comme le veut notre émission Enfants d'Abraham, donner à espérer aussi. Avec nous ce soir, donc, nous accueillons 3 enfants d'Abraham, s'ils acceptent ce terme. 3 personnalités, comme toujours, engagées chacune à leur manière dans le débat politique et sociétal. J'accueille tout de suite et je salue le président du CRIF, Francis Khalifa, bonsoir. Bonsoir Michel. Merci d'être avec nous. Vous êtes évidemment, par définition, un homme d'engagement et de combat, puisque vous présidez la représentation des institutions juives de France. Vous êtes d'ailleurs de formation, vous n'êtes pas un politique vous êtes un homme d'affaires, mais surtout donc un militant et dirigeant juif de longue date, sioniste et républicain. Vos prises de position, notamment contre le Rassemblement national, sont constantes et font partie de l'ADN du CRIF, né, rappelons-le, dans la résistance de 1943. On va parler bien sûr aussi de ces valeurs-là de résistance, des valeurs des droits de l'homme avec vous. Bonsoir Geoffroy Didier. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur Radio J. Vous êtes avocat, vous êtes aujourd'hui député européen au Parti populaire européen qui siège au Parlement bien sûr européen. Vous êtes issu des Républicains et même Exactement. de l'UMP et avant du RPR. Merci en tous les cas d'être présent avec nous. Vous êtes connu aussi pour avoir été le fondateur de la droite forte. Ça, c'était en 2012, à l'époque où vous étiez porte-parole de Nicolas Sarkozy. Et en 2019, vous invitiez vos collègues de droite qui protestaient contre l'ouverture de la PMA, la procréation médicale assistée, à toutes les femmes, à considérer qu'il y a une autre droite que celle de Zemmour et de la Manif pour tous. On va en parler de cette autre droite avec vous. Bonsoir Alexandre Delval. Bonsoir. Et vous êtes, chercheur, vous êtes enseignant, géopolitologue, vous êtes un défenseur des chrétiens d'Orient. Et d'ailleurs, après avoir été très tôt un dénonciateur de l'antisémitisme, vous enseignez en Belgique, en Espagne, et avec vous, la dimension notamment géopolitique de notre sujet avec la Turquie va être extrêmement intéressante dans ce débat. Merci en tous les cas d'être là. Notre question est forte ce soir, elle peut être aussi tendancieuse. À quoi sert l'héritage judéo-chrétien? De le réaffirmer, de le définir? Est-ce que c'est seulement s'opposer à l'islam, effacer ou réaffirmer cet héritage judéo-chrétien de l'Europe et de la France? C'est évidemment une question qui aujourd'hui se pose. Alors, je vais la poser peut-être d'abord
au président du CRIF, est-ce qu'il est, selon vous, et comment vous définiriez l'héritage judéo-chrétien de la France et de l'Europe ? Mais écoutez, tout d'abord, pour moi, ce n'est pas bien évidemment s'opposer à l'islam. Il est évident qu'il n'y a pas d'opposition à un héritage judéo-chrétien qui est un héritage de valeurs qui ont construit l'Europe. Il n'y a pas d'opposition à l'islam. Par contre, il y a une opposition, une lutte qui doit être menée contre l'islamisme. C'est complètement différent et nous sommes en plein dans le sujet puisque nous savons que actuellement la loi séparatisme, qui porte plus ce nom-là, mais la loi séparatisme a cet objectif justement, c'est de combattre l'islamisme parce que justement l'islamisme veut séparer la société française et veut aujourd'hui transformer la société française et à travers la société française, la société européenne. Donc il est évident que pour moi, aucun amalgame entre islam et islamisme. Autant je peux combattre l'islamisme et autant je suis convaincu qu'une grande partie des musulmans de France se reconnaissent dans cette civilisation européenne parce que c'est aujourd'hui leur civilisation, même si leurs racines sont ailleurs, c'est la civilisation aujourd'hui dans laquelle ils vivent et dans laquelle ils peuvent se reconnaître. Et charge à nous aussi de les faire se reconnaître dans cette civilisation aussi. Geoffroy, Didier, sur cette question importante qu'on pourrait dire un peu, c'est de l'affirmation d'une droite souvent extrême, plutôt catholique, qui charrierait ce genre de considération. À quoi, justement, donc, servirait, selon vous, cet héritage judéo-chrétien ? Et la même question vous est posée, est-ce que c'est à s'opposer, finalement, à un islam conquérant ? On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure. Permettez-moi de souligner, non pas un jugement de valeur, ni une idéologie politique, mais un rappel historique. C'est que oui, l'Europe est une terre de tradition judéo-chrétienne. L'Europe, c'est cette alchimie qui constitue une rencontre entre la foi du Dieu d'Israël, Jérusalem, la philosophie grecque, Athènes, la pensée juridique romaine, Rome, et la pensée des Lumières, Paris. Et c'est cette identité culturelle qui me semble aujourd'hui en danger, qu'il nous convient de préserver, ce qui ne veut absolument pas dire que nous serions contre le fait que, en Europe, 5% environ des citoyens européens musulmans ne puissent pas pratiquer leur religion de manière sereine. Et au fond, ce n'est pas l'islam qui est un problème en soi, c'est l'instrumentalisation de l'islam. Ce n'est pas le culte musulman qui est un problème en soi, c'est le dessein politique que certains mettent en scène afin de contourner et de détourner la religion pour atteindre leurs objectifs idéologiques et politiques. Et je crois que c'est cette différence-là que nous avons tous à l'esprit ici ce soir, enfants d'Abraham, et c'est cette différence-là qu'il faut veiller à mettre en exergue pour éviter ce que l'on appelle communément des amalgames, mais qui sont mortifères, nous le savons bien. Alors on va essayer d'éviter ces amalgames tout au long de ce débat et de cette heure de discussion. Alexandre Delval, vous avez déjà travaillé sur ces questions notamment, et puis vous avez été aussi, il faut bien le dire, militant très à droite, la droite extrême, on peut dire, sur cette question sur... J'avais créé la droite libre à l'UMP, bien avant la droite forte, avec mon ami Rachid Kassi. Mais il est vrai qu'en France, quand on crée un mouvement qui propose de réhabiliter la fierté de la nation avec un garçon petit-fils d'imam et issu d'immigration maghrébine, on est traité d'extrême droite. C'est ça qui est extraordinaire en France quand même. Et nous avons toujours eu avec Pasqua ou avec Rachid Kassi, à l'époque, une vision ouverte de la patrie française. Ce qui est triste, c'est que cette vision ouverte du patriotisme, je précise, qui n'est le contraire du nationalisme ethnique, que ça, on classe ceci
ici, dans la case extrême droite. En cela, ça mériterait un débat et c'est extrêmement révoltant puisque c'est finalement faire de la pub à l'extrême droite, puisque ça voudrait dire que le simple fait de défendre sa patrie, sa civilisation, serait en soi de l'extrême droitisme et pour certains carrément du nazisme et du fascisme. Je pense que c'est extrêmement grave cet amalgame. Ceux qui font revenir le fascisme et le nazisme aujourd'hui sont ceux qui banalisent la parole fasciste et nazie en faisant croire que serait fasciste ou nazi uniquement celui qui défend sa patrie. Je pense que ceux qui ont fait cet amalgame depuis des années sont responsables peut-être d'un lendemain, certains parlent de guerre civile, où il y aura peut-être une montée des extrêmes de tous les côtés. Mais pour revenir à votre question, je pense qu'entre amis, il faut être franc. Et je suis le premier à travailler avec des imams. J'ai beaucoup travaillé avec Boubacar, la mosquée de Paris, et j'aime beaucoup Chalgoumi, que j'ai défendu depuis 15 ans. J'étais parmi les premiers à l'époque où il était très mal vu par tout le monde, avec toi d'ailleurs aussi, qu'il a beaucoup défendu. Donc, bien entendu, il faut intégrer l'islam, il faut faire un islam de France. Il n'y a aucun problème à assimiler cette religion. Et ce n'est pas face à elle qu'il faut défendre nos valeurs, c'est pour nous-mêmes. C'est parce que nos valeurs sont belles, parce qu'on en est héritier qu'il faut les défendre. C'est pas contre l'héritage l'islam. Judéo-chrétien, vous le revendiquez. Mais je m'inscris en faux contre l'idée de formuler l'héritage judéo-chrétien face à l'islam. L'islam ne nous a jamais empêchés d'être judéo-chrétiens. C'est la haine de nous-mêmes qui nous a poussé un moment à renier nos racines, mais c'est surtout pas l'islam, même pas les islamistes, et je vais même vous choquer, c'est même pas les djihadistes qui nous reprochent d'être chrétiens. C'est nous-mêmes. Et donc, quelque part, l'islamisme, s'il a tant d'espace en Europe, c'est le fruit d'une renonciation déjà identitaire, civilisationnelle, mais c'est aussi le fait, et là, il faut quand même être entre amis, être franc, aujourd'hui, dans l'islam de France, il y a beaucoup d'islamistes. Pas uniquement les djihadistes ou ceux qui seraient des mauvais musulmans. Il y a à l'intérieur de mosquées tout à fait officielles en France des courants. Le Tabligh, qui n'a pas signé la charte. Il y a les frères musulmans qui l'ont signé, mais ils ne voulaient pas la signer. Ils l'ont fait par ruse. Vous parlez, il y a les Alexandre Delval, de l'islam. On va y revenir dans quelques instants. Il y a des courants islamistes, c'est ça. Je sais que ça va peut-être gêner, mais dans l'islam de France, y compris au sein du CFCM, j'en parlais avec votre présidente Valérie Pécresse d'ailleurs récemment, en toute franchise, on avait chacun nos opinions, mais je pense vraiment qu'il est important, par amitié avec les musulmans, et pour aider les musulmans modérés, il faut déjà expurger de l'islam de France officiel, du CFCM, les courants qui adhèrent à un islam totalitaire, qu'il soit turc, qu'il soit tabligh indo-pakistanais, on va continuer à en soit parler. frères musulmans on ou va pas tout dire dès le départ. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, mais je veux dire par là que c'est pas l'islam officiel qui est bien, et il y aurait des islamistes qui en seraient en train de souiller l'islam officiel. On a bien entendu dans ce que l'islam vous dites. officiel, en Égypte, à El Azhar, comme en Arabie Saoudite, comme chez nous, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est ceux qui sont les tenants d'une charia jamais réformée. Le président du CRI, vous faites une différence, vous, entre l'islam officiel représentatif et cet islamisme dont parlait à l'instant, qui touche parfois des catégories de l'islam, Alexandre Delval. Il y a une différence évidente. Il est évident que l'on ne peut pas mettre sur un pied d'égalité ceux qui veulent nous combattre et nous détruire, et ceux qui vivent en France et qui appartiennent à cette religion qu'est l'islam. Et il faut tout de même rappeler que c'est la seconde religion dans notre pays aujourd'hui, l'islam. Donc c'est pas une religion particulièrement minoritaire, c'est une religion qui se pratique dans notre pays et qui a aujourd'hui les moyens de sa pratique, puisque nous avons des constructions de mosquées régulières pour pouvoir avoir un islam qui soit plus cet islam des caves que nous avons connu par le passé. Et donc c'est une religion qui s'exprime dans notre pays au même titre que les autres religions, mais au sein de cette religion, parce qu'il ne faut pas non plus penser que l'islamisme vient ex nihilo. L'islamisme est aussi une vision dévoyée de l'islam. On peut pas. Quand les terroristes islamistes crient Allahu Akbar, ils invoquent quelque chose qui veut dire quelque chose. Donc on ne peut pas complètement, on peut pas penser aussi que l'islamisme n'a rien à voir avec l'islam. L'islamisme est une part dévoyée de l'islam, c'est une lecture conquérante de l'islam, mais ce n'est pas l'islam. Ce n'est pas l'islam avec lequel nous, CRIF en tout cas, nous travaillons avec les institutions musulmanes, que ce soit le CFCN, que ce soit la Grande Mosquée de Paris, que ce soit l'imam Chalgoumi. Nous travaillons régulièrement, nous échangeons régulièrement avec eux dans un dialogue républicain qui n'a rien à voir avec ce que prône aujourd'hui l'islamisme. Et Geoffroy Didier, sur la nécessité ou pas de s'attaquer à un islam qui serait conquérant. Est-ce que vous acceptez d'ailleurs cette définition qu'il y aurait un islam conquérant en France, par exemple,
et en Europe de façon plus générale, et on en parlera. Je crois que ce soir, nous sommes tous d'accord pour dire que, bien évidemment, que tous ceux qui veulent exercer leur foi musulmane doivent pouvoir le faire en France sans ambiguïté. Et notre propos là-dessus est limpide. En revanche, il faut aussi regarder la réalité en face. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, dans certains quartiers que l'on dit perdus de la République, l'islamisme a pignon sur rue. Et essayons de comprendre ensemble pourquoi. Pourquoi en sommes-nous là aujourd'hui? Pourquoi certains nous disent « je ne me sens plus chez moi en France » Pourquoi certains ont cette impression que leur mode de vie est en train de disparaître? Je crois qu'il y a deux raisons majeures. La première, c'est une fracture éducative. Et la seconde, c'est un clientélisme électoral. Une fracture éducative, parce que nous sommes en train de subir depuis trop d'années une succession de petits abandons, de renoncements, où il n'y a plus de prescripteurs d'opinion, il n'y a plus de service militaire, il y a un renoncement de beaucoup de professeurs, il y a un effet pas de vague, où une moitié des professeurs, selon l'IFOP, de ceux qui enseignent en zone d'éducation prioritaire, nous disent qu'ils s'auto-censurent pour ne pas créer et pour ne pas heurter les sensibilités des uns ou des autres. Il y a donc ce délitement de l'instruction publique qui pose un vrai problème, avec comme point extrême, mais qui est une réalité, c'est que dans certains quartiers de Seine-Saint-Denis, les professeurs n'osent même plus enseigner la Shoah. Et la seconde raison, c'est le clientélisme électoral. Et là, il y a une vraie responsabilité politique que l'on peut pointer, où dans certaines villes, et je le dis comme conseiller régional d'Île-de-France, j'ai été pendant 3 ans vice-président de la région Île-de-France. Je ne peux plus être vice-président à cause de la loi sur le non-cumul des mandats, mais je reste très engagé partout en Île-de-France pour comprendre ce qui s'y passe et d'essayer d'y remédier. Et il y a aujourd'hui un clientélisme qui est dû au fait que pour certains maires, dans certains quartiers, dans certaines communes, il faut passer par la mosquée pour pouvoir obtenir un logement social. Et où, au fond, la religion est devenue le service public. Ça, c'est malsain. Et ça, c'est surtout, avant tout, la faute des politiques qui ont instrumentalisé la religion à des fins électorales, avec un clientélisme coupable qui fait aussi que nous vivons dans certains quartiers d'Île-de-France, dans de véritables ghettos urbains. Et là, je rends hommage à Valérie Pécresse, qui, comme présidente de la région Île-de-France, a pris une mesure très concrète et courageuse, qui au départ était très contestée d'ailleurs par toute la gauche. C'était l'idée qu'on ne donne plus 1 euro de subvention pour construire un logement social dans les quartiers qui disposent plus de 30% de logements sociaux. Pourquoi? Parce qu'il faut arrêter de concentrer les difficultés aux mêmes endroits, de créer des poches de pauvreté. Et malheureusement, certains maires, socialistes, communistes, ont instrumentalisé cette pauvreté, l'ont utilisée à des fins électorales en n'hésitant pas à se faire les complices de musulmans qui, eux, étaient en train de profiter de cela pour créer de véritables desseins politiques. Eh bien, on continue à parler, bien sûr, de ce débat ce soir. L'héritage judéo-chrétien s'opposerait-il à un islam conquérant? À l'instant, on entendait le député le PPE, justement, européen, et des Républicains, ça sera plus simple, Geoffroy Didier, avec qui nous faisons cette émission ce soir, Enfant d'Abraham, en compagnie du président du CRIF, Francis Khalifa, et Alexandre Delval, chercheur, très engagé aussi dans ces questions. On va continuer à parler peut-être de cette nécessité d'affirmer son identité, d'affirmer sa culture judéo-chrétienne. Et on va savoir ce que ça représente vraiment après cette petite pause. Les enfants d'Abraham, nous sommes en direct, bien sûr, ce soir, mardi, comme tous les mardis, pour évoquer des questions qui nous interpellent, des questions de société importantes. Et notre débat de ce soir, qui peut paraître un peu abrupt et difficile d'accès, à quoi servirait l'héritage judéo-chrétien, à s'opposer à l'islam, on a commencé à y répondre avec nos invités. Vous pouvez aussi réagir sur le compte Twitter de Radio J pour donner votre opinion. C'est possible dans cette émission. Nous sommes en direct. Alors, on parlait il y a quelques instants justement de ces quartiers qui devenaient abandonnés, qui étaient conquis en quelque sorte. C'est ce que disait Geoffroy Didier il y a quelques instants.
Comment vous expliquez, vous, Francis Khalifa, président du CRIF, que finalement, ce soit la population d'origine musulmane qui parfois se retranche, est plus dure, se communautarise, comme on dit, et pas, comme vous le pensez, pas finalement les gens d'origine chrétienne ou juive? C'est en ça que l'explication du délitement éducatif ou du délitement social n'est pas suffisante. Elle ne peut être qu'un facteur, parce que en réalité, à partir du moment où cette jeunesse, qui pour la plus grande partie est née en France, rappelons-le, je crois que c'est important, ce sont pas des jeunes qui arrivent de pays étrangers, ce sont des jeunes qui sont nés en France, qui sont passés par l'école républicaine, par l'éducation républicaine, et qui pourtant aujourd'hui se trouvent séduits par une autre idéologie que cette idéologie des Lumières qui est celle dans laquelle nous vivons, dans laquelle nous baignons et dans laquelle ils ont été éduqués. Alors, c'est parce qu'il y a justement, après ce délitement social, après ce délitement éducatif, il y a une prise en main. Il y a une prise en main de cette jeunesse à qui on offre d'autres horizons, à qui on propose une autre vision de ce que peut être leur avenir. Et c'est cette vision-là qu'on leur propose, qui mène en réalité à l'islamisme et qui a mené au terrorisme dans notre pays, qu'il faut combattre. Parce que c'est cette nouvelle vision qui est donnée à travers les mosquées radicales, les imams radicaux dans les mosquées, à travers une éducation fondée uniquement sur un fondamentalisme islamique puissant, que ces jeunes se détachent et où ils entament ce processus juste de radicalisation qui peut les entraîner jusqu'au terrorisme. Alors tous ne deviennent pas terroristes, mais tous sont dans une contestation du pays de leur naissance et de la culture de ce pays. Et c'est ça, et c'est contre ça qu'il faut se battre, et il faut trouver les outils d'empêcher cette radicalisation. Et pour cela, il faut s'attaquer à la racine du mal, c'est-à-dire à ceux qui sont en charge de cette radicalisation et qui, bien souvent, eux, arrivent de l'étranger. Et on va en parler aussi de cette influence de l'étranger, en particulier de la Turquie dans quelques instants, mais je reste sur la question de fond, sur l'identité française, l'identité européenne. On le dit assez souvent, beaucoup de sociologues le disent, on perd en ce moment un peu sa culture, ses origines, et un moment où on doit lutter peut-être contre cet islamisme conquérant. Est-ce que, justement, y a-t-il un renoncement ou au contraire, ce serait une volonté d'évoluer vers une uniformité des croyances qui ont pourtant forgé les peuples d'Europe, et tout cela devrait être abandonné pour permettre le mieux vivre ensemble. Alexandre Delval. Moi, je pense que les aménagements ou les accommodements culturels ne sont pas acceptables quand ils consistent à remettre en question l'universalité des droits et la loi qui doit être la même pour tous. Or, le projet de la charia, qui, je le répète, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui n'est pas que le projet d'islamistes terroristes qui seraient en train de souiller l'islam, mais qui est à l'intérieur d'un islam officiel qui ne s'est jamais réformé. Celui d'Al-Azhar, celui des Saoudiens, qui est quand même... La Mecque, c'est quand même pas n'importe quelle place de l'islam, c'est les lieux saints de l'islam. Donc, il y a des producteurs d'islam, en Égypte, à El-Azhar ou en Arabie Saoudite, qui ont développé en Europe un islam non réformé qui prône la charia comme source de la loi. Et cette idée de la charia, elle est très simple. Un musulman est humilié s'il est commandé par des chrétiens et des juifs. Est-ce que vous le saviez? Que l'esprit même de la charia, l'essence de la charia, c'est que l'islam doit dominer ce qui n'est pas musulman, l'islam doit soumettre ce qui n'est pas islamique, le païen dans la charia est tué, comme l'apostat, le blasphémateur, d'où les crimes réguliers contre des blasphémateurs, c'est tout à fait écrit dans la charia. Alors vous allez voir où je veux en venir, ça ne veut pas dire qu'il faut du tout diaboliser les musulmans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aider les musulmans à faire un islam spirituel, l'islam de la Mecque. J'en parlais avec un Égyptien qui était dans le Figaro hier interviewé, Ahmed Youssef, le président d'un centre à Paris, et il disait il faut privatiser l'islam, aider les musulmans à avoir une conception
privatiser de la religion spirituelle, c'est l'esprit de la Mecque, et qu'ils renoncent, et là c'est pas pour faire de l'ingérence dans leurs textes, mais quand des textes qui sont liés à l'islam de Médine, vous savez, la deuxième partie de la vie de Mahomet, quand Mahomet est devenu un chef de guerre, notamment avec le massacre des Juifs à Khaybar et à Médine, qui sont vraiment extrêmement importants, ce sont des passages très importants dans le second Coran, le Coran de la deuxième vie de Mahomet. Ça, c'est pas du tout abrahamique. Il n'y a aucune fraternité abrahamique. Donc, il faut aider les musulmans à faire ce que voulait faire Bourguiba en Tunisie, une religion privatisée qui ne retient que ses relents, que ces aspects purement spirituels. Or, aujourd'hui, je le répète, c'est très important, on ne peut pas régler le problème si on n'en parle pas. Dans l'islam de France, y compris au sein du CFCM, il y a des tabligs, il y a des frères musulmans, des miligurush, il y a aussi l'islam d'Erdogan, du Diyanet, le ministère turc des religions. Ces grandes tendances, donc indo-pakistanaises, frères musulmans, salafistes ou turcs, sont en train de développer l'islam de la charia, qui dit, excusez-moi, je termine, si ta fille rencontre un mécréant, normalement, c'est quelque chose qui aboutirait à la lapidation dans un régime islamique. Et donc, si on ne la lapine pas, au moins on la punit et on lui fait peur pour que jamais elle puisse croiser un non-musulman. Il faut savoir que cette idée, c'est que... Non, mais c'est le séparatisme dont Macron a eu raison de parler. C'est un séparatisme dont vous parliez aussi. Ce projet de la charia, il vise à séparer le musulman et la musulmane de tout ce qui est mécréant. Donc on est là, mais sans être là. Et ça, c'est inacceptable. Et vous êtes d'accord, Geoffroy Didier, avec cette approche d'Alexandre Delval, un islam conquérant, y compris l'islam officiel, selon Alexandre Delval. Je voudrais que nous prenions tous la mesure du défi à relever, parce que le constat est sans appel. Selon plusieurs études, la moitié des jeunes musulmans de France ont refusé de condamner totalement les attentats de Charlie Hebdo ou de l'Hypercacher. Et ces mêmes jeunes musulmans considèrent que c'est à la République de s'adapter à leur foi et non leur foi de s'adapter à la laïcité et à la République française. Et donc, nous mesurons en observant ces faits à quel point nous sommes aujourd'hui en danger et à quel point ces jeunes musulmans aussi se mettent en danger. Donc, je veux bien que nous réfléchissions aux racines du mal, et c'est notre devoir collectif. Mais avant tout, il faudrait s'attaquer au mal lui-même. Et j'estime là qu'il y a une faiblesse de l'État qui pose un vrai problème et qui ne dépend pas que d'Emmanuel Macron. Je ne suis pas là ce soir pour faire de la politique partisane. Mais quand même, regardons là aussi les faits. Sur une centaine de mosquées en France considérées comme salafistes, seulement 7 à ce stade ont été fermées. Sur les 4000 étrangers qui aujourd'hui sont fichés à ce qu'on appelle le FSPRT, c'est-à-dire le fichier de signalement de prévention de la radicalisation, eh bien, il y en a 230 sur les 4000 étrangers qui ont été reconduits. C'est-à-dire, en gros, 5-7%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous tolérons que dans notre pays, et je pense que nous sommes le seul pays au monde à le tolérer, à l'accepter et à le rendre de fait légal, des étrangers qui viennent en France, non seulement sans respecter nos règles et nos valeurs, mais qui en plus viennent défier la France et ses valeurs et ses lois les plus fondamentales, restent impunément dans notre pays. Donc c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Parce que tant que nous ne nous attaquerons pas au mal, en réalité, tout le travail de réflexion et d'action que nous aurons sur les racines du mal sera sans effet. Et je vais même plus loin. Parce que oui, il y a une intégration, et Monsieur le Président Khalifa disait à juste titre que tous ceux aujourd'hui qui ne se sentent pas français sont nés en France. Mais je crois que si nous voulons une intégration réussie, il faut aussi désormais accepter de réduire l'immigration à son strict minimum pendant une certaine période. Nous avons cette année 275 000 titres de séjour acceptés. C'est trop. Nous ne pouvons pas l'assumer, nous ne pouvons pas l'assurer. Et si nous arrêtons, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas accueillir les étudiants étrangers, ça ne veut pas dire qu'il faut que la France ferme sa porte ad vitam aeternam à tous les étrangers. Ce n'est pas mon propos. Mon propos, c'est que aujourd'hui, si nous voulons faire face à l'échec de l'intégration, il faut aussi savoir diminuer considérablement, et peut-être seulement provisoirement, je l'espère, les flux, et notamment les flux clandestins, parce que, et j'en terminerai là, sachez que 85%, c'est pas moi qui invente les chiffres, c'est la Cour des comptes, 85, parce que ça a un coût tout cela, 85% des déboutés du droit d'asile, aujourd'hui, restent en France. C'est-à-dire que ceux qui viennent clandestinement, pour une raison valable, et c'est tout l'honneur de la France,
de faire vivre cette tradition d'accueil des réfugiés politiques. Mais en revanche, lorsqu'on instrumentalise la France, lorsqu'on instrumentalise le droit d'asile pour en fait venir alors qu'on n'est pas dans un pays qui vous met en danger et où vous venez profiter du système que la France offre à des personnes qui le méritent, là, tout fout le camp. Et je comprends l'exaspération des Français. Et d'ailleurs, je ne partage aucune des idées ni des préconisations du Rassemblement national. En revanche, j'ai toujours refusé de condamner moralement ceux qui se tournaient vers Marine Le Pen, parce que si Marine Le Pen vit des problèmes, nous recherchons des solutions, mais avouons quand même que nous n'avons été pas toujours à la hauteur, droite et gauche républicaine confondues. Président du CRIF, Francis Khalifa, vous entendez ces positions que certains pourraient taxer, il faut bien le dire, d'islamophobe. Est-ce que vous allez être aujourd'hui... Ma position n'a rien d'islamophobe. Elle n'a rien d'islamophobe. On a bien compris, je veux dire simplement que vous subissez un certain nombre d'attaques, que ce soit Alexandre Delval ou vous-même Geoffroy Didier, sur ces prises de position que vous nous explicitez, et vous recevez ce qualificatif d'islamophobe. Et le langage des totalitaires islamistes. On va en reparler justement du langage de la culture. Non, mais Francis Khalifa, sur ce discours... Je ne crois pas du tout que le discours de Geoffroy Didier à ce micro est un discours islamophobe. C'est un constat. Geoffroy Didier nous fait un constat que l'on peut partager avec certaines nuances, sûrement en fonction de notre appréciation des situations, mais il est évident que dans toutes les sociétés, et plus particulièrement dans la société française, puisque c'est celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui, il est des seuils que l'on ne peut pas dépasser. C'est le seuil de notre capacité à intégrer. Alors, à partir du moment où on est dans une situation où on ne peut plus intégrer normalement et on ne peut plus offrir à ces personnes qui arrivent de l'étranger avec sûrement des raisons valables pour fuir la misère, pour avoir un meilleur avenir pour leurs enfants dans notre pays, peu importe. Toujours est-il que nous ne sommes plus aujourd'hui, et c'est le constat, je crois, qui est fait par la grande majorité des partis politiques de notre pays aujourd'hui, c'est à part les extrêmes, et l'extrême gauche surtout en ce domaine, c'est qu'on est arrivé à un seuil où notre capacité d'absorption, notre capacité d'intégration n'est plus possible. Donc on est obligé à un certain moment de ralentir ou de passer à une immigration qui serait choisi en fonction des besoins de notre pays. On va continuer à parler bien sûr de ce sujet, son corollaire, les rapports entre l'immigration et finalement l'islamisme et le terrorisme. C'est un sujet qui... L'immigration incontrôlée. Et vous parliez il y a quelques instants aussi des agents extérieurs, aussi on peut dire de idéologie de l'islamisation. On va en discuter notamment avec le rôle que joue ou ne joue pas d'ailleurs la Turquie dans cette promotion du multiculturalisme, on pourrait dire, et parfois de l'islamisme. On va marquer une pause dans Enfants d'Abraham et on va se retrouver pour en parler avec nos invités, Francis Khalifa, Alexandre Delval et Geoffroy Didier. Radio J, il est 21h35, nous sommes en direct, c'est le débat du mardi soir dans Enfants d'Abraham, avec des enfants d'Abraham qui discutent et qui réfléchissent et qui débattent surtout d'une question importante aujourd'hui, l'héritage culturel, spirituel, judéo-chrétien de la France et de l'Europe. Doit-il servir à s'opposer à l'islam? Et on évoquait plutôt aujourd'hui les résultats d'un développement inconsidéré aussi de tendance de l'islam, c'est-à-dire l'islamisme. Je reviens sur ma question. Est-ce qu'il faut réaffirmer ces valeurs, c'est la question du jour, ces valeurs judéo-chrétiennes face à l'islam, ou au contraire, il faudrait passer à autre chose, à une sorte de multiculturalisme qui effacerait tout cela? Quel est vraiment l'intérêt, c'est ma question,
l'intérêt de réaffirmer ces valeurs? Je pense qu'il faut les réaffirmer tout court. Regardez Sonia Mabrouk, qui est née en Tunisie, d'origine musulmane. Elle dit dans son livre, c'est le deuxième d'ailleurs, qu'elle conclut avec cette idée, je vous invite à être fiers de vos racines chrétiennes. Enfin, c'est Sonia Mabrouk qui le dit. Ouais. Récemment, Lydia Guirous, qui a écrit un livre, elle aussi, sur l'assimilation, qui dénonce l'islamisme, qui prône la laïcité. Elle est aussi algérienne, kabyle, musulmane, et elle dit, soyez fiers de votre héritage chrétien. Donc, je le répète, c'est pas les musulmans qui nous demandent de renoncer à nos valeurs chrétiennes. Ça vient de nous. Il y a un mal-être à l'intérieur d'une partie de l'Occident qui a mal interprété l'universalisme des Lumières et qui en a conclu que pour être universel, fallait être rien. Mais on ne bâtit rien avec de la terra nullius et avec un vide identitaire. Ce vide identitaire qu'on a bâti, c'est pas face à l'islam qu'on doit se reconstruire. C'est parce que chaque peuple a besoin de savoir d'où il vient, avoir des racines pour avoir des ailes. Je pense que le problème, il est vraiment à l'intérieur de l'Occident. C'est pas face à l'islam. Et encore une fois, que ça soit des musulmans très modérés, laïcs, comme ceux que je viens de citer, ou même des islamistes, je n'ai pas vu depuis le monde musulman une demande que nous nous effacions. Oui. Ça ne vient pas de l'islam. C'est quelque chose qui est le fruit ce qu'un Italien appelle Diego Fusaro en Italie. Il a créé un concept que j'aime bien, l'autoracisme. Mais malheureusement, il faut réfléchir là-dessus. Et un autre témoignage, nous qui sommes des Italiens de Tunisie, moi, dans ma famille, on m'a toujours dit, à l'époque, on fabriquait des Français à distance. Maintenant, on n'arrive même plus à les faire chez soi. On arrivait à faire un Français à Tunis. On n'arrive plus à faire un Français à Paris. Enfin, c'est quand même, ça prouve que ça ne vient pas de l'autre. C'est que nous ne savons plus transmettre l'amour de nous-mêmes. D'où l'idée que j'avais défendue avec Rachid Kassi il y a des années, le patriotisme intégrateur. On ne peut pas intégrer en disant à l'autre « je suis horrible, je suis un festival d'une histoire atroce, nous sommes des bourreaux ». Mais si j'étais un Algérien, je vais vous choquer Michel, mais si j'étais un Algérien d'origine, si j'écoute les gauchistes toute la journée et les indigénistes et les mélanchonistes et tous ceux qui prônent la haine de leur propre pays, je me dis « mais je vais pas aimer ce pays ». Leurs élites me disent qu'il faut pas l'aimer. Puis Sartre, il nous a dit pareil. Il a même dit, Sartre, dans une préface à un homme qui a inspiré Khomeini, vous le savez quand même, Frantz Fanon. Dans la préface d'un livre de Frantz Fanon, Sartre dit que c'est bien de tuer un Européen. Frantz Fanon, c'est quand même le gauchiste qui a fasciné Khomeini. Donc, on leur a appris à nous détester. Il n'a pas été que ça, Frantz Fanon, il faut quand même le dire. Il n'a pas été que ça, mais il était entre autres ça. Et Sartre et Foucault, je veux dire, même nos grands philosophes qui n'ont jamais été détrônés, même en ayant dit que finalement les goulags, c'était pas grave, ces gens nous ont appris les nouveaux venus à détester ce pays. Donc, il faut travailler sur nous-mêmes. C'est ce qu'on apprend en coaching, c'est ce qu'on apprend en psychologie. On ne peut pas uniquement accuser l'autre. Il faut balayer devant notre porte et réhabiliter l'amour de nous-mêmes. Et vous verrez, on intégrera beaucoup mieux en transmettant l'amour qu'en transmettant la haine de soi. C'est vrai que la haine de soi, finalement, engendre la haine des autres. Oui, c'est évident qu'on ne peut pas, si on n'a pas le respect soi-même des propres valeurs qui sont les nôtres, on ne peut pas les faire rayonner chez les autres. Donc je crois que c'est quelque chose d'important. Mais je ne suis pas sûr que le projet islamiste soit de nous faire perdre nos valeurs judéo-chrétiennes ou les valeurs européennes. Ce serait quoi alors le projet islamiste ? C'est de créer une contre-société. C'est de créer une contre-société. C'est de venir remplacer, pas de venir faire évoluer, mais de venir remplacer. Et je crois que c'est ça le danger. C'est justement ce danger de voir se créer à travers l'islamisme une contre-société. Et c'est à ça, d'ailleurs, c'est cette prise de conscience-là qui fait aboutir à cette réflexion et à ce débat qu'il y a sur le séparatisme. Parce qu'en réalité, c'est ça le séparatisme. C'est l'installation d'une contre-société. C'est pas vouloir créer deux sociétés côte à côte. C'est vouloir remplacer une société par une autre, par une contre-société. Alors je voudrais qu'on aborde, si c'est possible, le rôle que joue aujourd'hui... En France, d'ailleurs, on l'a vu récemment, un dernier épisode avec des mosquées, des associations turques, justement le rôle de la Turquie dans la promotion de ce qu'on pourrait appeler un multiculturalisme et qui est en train d'effacer aussi peut-être les racines judéo-chrétiennes. Quelques informations, d'ailleurs, la Turquie va se retirer officiellement le 1er juillet de la Convention sur les droits des femmes. Est-ce qu'on est face à un multiculturalisme à pas forcer qui s'installe par laxisme, en France en particulier, ou par crainte d'attiser des conflits avec la Turquie?
la Turquie qui attend aux portes de l'Europe, Geoffroy Didier, député européen? Je vais vous répondre sur la Turquie, mais juste pour clore le débat précédent que nous avions sur la haine de soi, j'ai regretté les déclarations récentes du président de la République, Emmanuel Macron, qui, je cite, a déclaré d'une certaine manière qu'il fallait, ce sont les mots, il faut d'une certaine manière déconstruire l'histoire de France. Oui. Je pense qu'il a commis une erreur magistrale, parce qu'il envoie un signal de déconstruction française à un moment où il faut justement recréer ce que l'on appelle l'assimilation. Mais qu'est-ce que ça signifie, l'assimilation? Parce qu'aujourd'hui, c'est un mot valise. L'assimilation, ça ne veut pas dire renoncer à ses origines, renoncer à sa religion. C'est tout simplement accepter de devenir l'héritier de son pays, de celui qui vous accueille ou de celui dont vous devenez un citoyen, avec tout ce que ça implique. C'est-à-dire, dans une histoire, il y a des gloires et il y a des déboires. Dans l'histoire, il y a Waterloo et il y a Austerlitz. Et comme je vois la difficulté que nous avons en France à célébrer ou à commémorer Napoléon, même pas le célébrer, le commémorer, Napoléon, la difficulté que nous avions eue à commémorer Austerlitz, franchement, c'est comment voulez-vous donner envie aux autres d'adhérer à votre histoire et à votre culture si soi-même on ne l'assume pas et on ne l'a... Sur la France, aurait-elle renoncé à ses valeurs judéo-chrétiennes? On va en parler dans quelques instants. Je reviens un instant sur ce sujet qui est dans la continuité de notre développement depuis tout à l'heure, sur la Turquie. Je vais être clair et vous m'interrogez en tant que député au Parlement européen. Je l'ai déjà dit publiquement. Je souhaite que la Turquie ne puisse pas intégrer l'Union européenne. D'abord parce que je crois que la Turquie n'est pas géographiquement en Europe. La Turquie est en Asie mineure et pas en Europe. Parce que je crois, pour revenir à notre propos de départ, que le dénominateur commun de l'Europe, c'est sa civilisation judéo-chrétienne et que ce n'est pas tout à fait l'histoire de la Turquie. Et je crois qu'en plus de cela, en agissant comme il agit aujourd'hui, le dirigeant turc, je ne parle pas du peuple turc, le dirigeant turc, et je fais bien la différence, avec sa politique expansionniste aux portes de l'Europe, avec le fait qu'il renvoie par exemple des centaines de milliers de personnes sur les routes de l'Europe pour faire du chantage à l'Union européenne, bafoue ce que nous sommes et ce que nous voulons porter. Et je voudrais là-dessus que le président de la République fasse preuve pas seulement d'une apparente fermeté, mais d'une décision ferme qui consisterait à dire oui, la Turquie sera un partenaire, mais plutôt que de balader le peuple turc avec l'idée ou le fantasme qu'il pourrait intégrer un jour l'Union européenne, non, je pense que la Turquie n'a pas vocation à intégrer l'Union européenne parce qu'elle est différente. Ça ne veut pas dire que nous ne pourrons pas travailler avec la Turquie. Vous parliez de ce chantage, notamment aux migrants, que fait Erdogan à l'Europe. Est-ce qu'il montre finalement l'échec de la politique communautaire en matière de migration et d'intégration? Peut-être votre opinion, Francis Khalifa, sur la Turquie, le rôle qu'elle joue, notamment en France. On l'a bien vu récemment avec des influences directes d'organisations directement liées à Ankara. Mais tout à fait, on voit bien que la Turquie a un rôle... plus que curieux en France, d'autres pays, puisqu'il alimente la Turquie à travers les gesticulations du président Erdogan, finalement, qui se voit comme le nouveau calife du monde musulman. On voit bien qu'il alimente ces querelles que l'on a dans notre pays, avec justement des organisations qui sont directement financées par la Turquie et qui contribuent à l'installation de cette contre-société que veulent installer les islamismes. Donc on voit bien qu'il a un rôle puissant, on l'a vu, on le voit à travers les différents mouvements qui sont en France et à travers justement cette intégration, parce que s'il est une intégration qui est compliquée, c'est bien l'intégration des Turcs qui ont gardé un lien très très fort avec la Turquie, et un lien politique, pas uniquement un lien culturel, un lien politique avec la Turquie d'Erdogan, et là on a un vrai problème. C'est dangereux pour vous? Oui, c'est une... Alexandre Delval. J'avais travaillé, comme vous le savez, il y a 15 ans j'avais été le seul, malheureusement, à écrire un livre contre la Turquie dans l'Europe, et où je parlais du Millî Görüş d'Erdogan, mais c'est important d'apporter des précisions. Le Millî Görüş, au départ, c'est une organisation européenne, qui est créée par le maître d'Erdogan, Necmettin Erbakan, en 69, à l'époque où le kémalisme interdit tout islamisme en Turquie. C'est important de le savoir. Et le Millî Görüş est contre Erdogan aujourd'hui.
il faut lutter contre le Miliguruche, mais pour les vraies raisons. Ne pas dire que c'est un instrument, comme a dit, parce qu'il n'est pas informé, Darmanin. Ses notes de renseignement auraient pu pourtant l'informer. Mais Darmanin s'est trompé. Le Miliguruche, aujourd'hui, a présenté un parti politique, le Saadet, contre Erdogan, parce qu'il trouve Erdogan trop édulcoré, trop modéré, pas assez islamiste. Le Miliguruche, c'est l'équivalent européen, turc des frères musulmans qui a été créé en Europe, dans la diaspora turque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça suffira pas de couper les financements étrangers. Le Miliguruche n'est pas financé par Ankara. Le Miliguruche est autofinancé en Allemagne, où il a sa base mondiale. Il a été créé en Allemagne avant la Turquie. Le Miliguruche avait pignon sur rue en Europe, mais ça va vous intéresser. Vous savez pourquoi c'est grave de laisser le Miliguruche? Pourquoi c'est grave de ne pas l'avoir interdit, comme les frères musulmans, comme les salafistes? La base de la doctrine du Miliguruche, on peut la retrouver en 5 minutes sur Internet, dans les statuts, dans les écrits du Miliguruche. C'est le mythe du complot judéo-maçonnique. Des Juifs auraient créé Atatürk pour acculturer la Turquie, pour créer le kémalisme, pour persécuter les musulmans. Ils auraient créé également le communisme, le libéralisme, l'impérialisme. Les Juifs seraient à l'origine de tous les maux de l'humanité et il faudrait en découdre avec eux et il faudrait recréer un califat qui va éliminer le sionisme et les Juifs en Israël comme en Europe, là, comme au monde arabe. Je ne comprends pas qu'aucun homme politique n'ait critiqué le Miliguruche pour ce qu'il est. Il est bien pire que ce que l'on croit. Erdogan est modéré par rapport à son maître spirituel, Erbakan, qui avait créé le Miliguruche. Je ne comprends pas que les services de renseignement n'aient même pas donné à notre ministre de l'Intérieur les bonnes raisons pour interdire ce mouvement. D'ailleurs, ce mouvement qui a donc créé non mais c'est important, ce mouvement n'a pas été interdit. De Strasbourg. Ce mouvement qui est membre du CFCM, moi j'aime bien ce qu'a fait Macron sur le séparatisme, mais il faut être logique. La conséquence, si vraiment il les a désignés avec les frères musulmans, avec d'autres, avec le Tabligh, qui n'a pas signé la charte, le Tabligh. Pourquoi ne pas exclure ces mouvements? Ils sont antisémites, totalitaires, ils adhèrent à une charia qui prône la peine de mort contre les apostats. Le criminel de Rambouillet, vous savez qu'il a été formé par un frère musulman qui a été extradé vers la France depuis la Tunisie et qui a des papiers et qui a créé un centre où il a fait des conférences dans toute l'île de France. Il y a même des élus qui ont été avec lui. Il y a même l'ancien chef de l'islam pour le ministère de l'Intérieur. C'est très important ce que je veux dire. Godard, le monsieur islam du ministère de l'Intérieur pendant des années. Il a même fait des conférences avec Ben Hassan, l'homme qui a formé le terroriste de Rambouillet. Là, vous parlez d'une certaine forme de naïveté française. Mais est-ce que vous vous rendez compte que Ben Hassan, courtisé par nos hommes politiques, il explique comment il faut décapiter un mécréant, un blasphémateur. Et ces gens-là ont pignon sur rue en France. D'ailleurs, on a évoqué donc le problème, c'est qu'il faut interdire ces imams qui justifient leur haine sous couvert que cette haine serait dans la charia. Moi, je regrette, j'ai fait un tweet là-dessus. Il est inadmissible qu'en France, sous prétexte qu'une haine ou un appel au meurtre soit inscrit dans la charia, on ne l'interdit pas parce que c'est la religion. Mais vous vous rendez compte, l'absurdité? C'est pour ça qu'il faut avoir le courage de dire à nos amis musulmans, on peut avoir un dialogue abrahamique entre nous si vous renoncez à tout ce qui est dans la charia, prône le meurtre et l'assassinat, l'infériorité des esclaves, des non-musulmans et des femmes. Pour ce qui est de la Turquie... Sur la Turquie, juste un dernier propos pour la parfaite information de nos téléspectateurs, puisque c'est aussi filmé, et avant tout de nos auditeurs. Le processus d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne n'est aujourd'hui que suspendu. Il n'est pas abandonné. Et il faut savoir que chaque année, l'Union européenne paye 1 milliard d'euros à la Turquie chaque année au titre des aides de préadhésion. Ça, j'estime que c'est un scandale. Francis Khalifa. Je ne suis pas du tout sûr que Erdogan ou même que le peuple turc pense encore qu'il y a une possibilité d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Et d'ailleurs, il ne se comporterait pas comme il se comporte vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis du président de la République. N'oublions pas. Oui, il prend l'argent parce que, là encore, il a ce chantage, ce chantage qu'il fait à ces terroristes qui sont où il veut se poser comme un bouclier, le bouclier de l'Europe pour empêcher les terroristes de rentrer. Et donc, il demande des compensations financières et il fait un chantage. C'est même pas des compensations, c'est un chantage. C'est un chantage qui est fait et il profite sûrement d'une partie de la faiblesse de l'Europe dans ce domaine-là. C'est évident. On revient un instant à la France sur notre débat. Vous l'évoquiez il y a quelques instants, Geoffroy, Didier, la prise de position du président de la République Macron, récemment déclarant dans une interview au journal américain qu'il fallait déconstruire notre propre histoire. Alors je veux poser cette avant-dernière question avec vous. Est-ce que la France, emmenée par le président Macron, a-t-elle renoncer d'une certaine manière, avec ce genre de prise de position, à ses valeurs, ses idéaux judéo-chrétiens, c'est le cas de le dire, Geoffroy Didier.
Oui, je me suis exprimé là-dessus tout à l'heure, mais il n'est... Bon, je pense que Emmanuel Macron a commis une erreur, je le dis une nouvelle fois, en disant qu'il fallait déconstruire l'histoire de France. J'ose croire qu'il ne le pense pas totalement. Non, justement, ouais. Je pense qu'il ne le pense pas totalement. Mais qu'en le disant, il a voulu plaire à une partie de la gauche, qui est une gauche aux sympathies indigénistes, racialistes, séparatistes, et qui pose un vrai problème. Un vrai problème par rapport à notre boussole à tous, qui doit être la République. Et lorsque je vois que... mais je le vois en Île-de-France, puisque c'est mon aire de jeu politique, que Julien Bayou, élu francilien, a manifesté avec le CCIF. Lorsque je vois que la socialiste Audrey Pulvar explique que dans les réunions sur le racisme, les Blancs doivent se taire. Lorsque je vois que Clémentine Autain, députée La France Insoumise en Île-de-France, en Seine-Saint-Denis tout particulièrement, avait organisé un meeting, c'était en 2015. En 2015, nous savions aujourd'hui l'état de la menace, eh bien avec Tariq Ramadan qui était quand même pour un moratoire sur la lapidation des femmes. Lorsque nous évoquions tout à l'heure ces élus qui, par lâcheté, par petit intérêt politique, ont créé ce clientélisme électoral, n'hésitant pas à faire du communautarisme dans leur quartier et en laissant en fait l'État abandonné au profit des islamistes, ceux-là sont condamnables et ceux-là ont une part de responsabilité. Et je ne voudrais pas que par faiblesse, par en même temps, pour plaire un peu à tout le monde, Emmanuel Macron ne cède ne serait-ce qu'un pouce de terrain de la République à ces gens-là. Francis Khalifa, le CRIF a toujours pris des positions très nettes, justement à l'approche des élections. On est déjà dans la campagne, on le voit à l'instant. Sur cette question question de principe, vous avez raison, mais une question politique importante. Sur cette question, ces prises de position du président de la République, est-ce que vous considérez que c'est une faute morale, vous aussi, politique, ou au contraire c'est une avancée du progressisme, ce qu'on appelle du progressisme. Après tout, il ne faut pas qu'une culture monopolise le champ de réflexion. Je crois très sincèrement, et sans me poser en défenseur du président de la République, qu'il s'agit avant tout d'une maladresse. C'est une maladresse, je crois qu'il envoie... Le mot est maladroit, et je ne suis pas sûr que ce mot employé réponde à la pensée du président. Je pense qu'il avait plus en tête, mais c'est mon sentiment, plutôt de parler d'une mise à plat peut-être, d'une mise à plat pour essayer de comprendre et essayer d'expliquer, plus que pour déconstruire. Parce que déconstruire est un mot fort, c'est un mot fort, et je ne crois pas que ça puisse être l'objectif du président de la République de venir déconstruire l'histoire de notre pays. Il ne s'agit pas de la déconstruire, il s'agit peut-être dans son esprit de la mettre à plat, peut-être pour mieux appréhender la lutte contre le racisme et contre les discriminations, mais sûrement pas pour la remettre en cause ou la remettre en question ou pour s'installer dans un multiculturalisme, comme vous avez dit. Voilà, qui n'est pas, en tous les cas, celui que vous pensez d'Emmanuel Macron. On va terminer notre débat qui est bien avancé, qui a tourné autour quand même de la considération de l'islam, de l'islamisme et de l'intégration ou pas des musulmans avec cette question traditionnelle dans le débat. À l'heure où nous parlons, qu'est-ce que ça veut dire justement dans cette émission Enfant d'Abraham? Qu'est-ce que c'est qu'être un enfant d'Abraham? Est-ce qu'il faut être aujourd'hui un enfant d'Abraham? Et ça nous ramènerait à notre débat, à réaffirmer ses racines judéo-chrétiennes, mais peut-être aussi musulmanes. En une minute, Alexandre Delval? Enfant d'Abraham, ça peut nous aider à faire des grandes choses. Par exemple, l'association Marseille Espérance, que j'avais un peu suivi il y a des années, a beaucoup œuvré à cette idée qu'on se rapproche, on dialogue, on ne fait pas de cuménisme, mais on regarde ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise. Et en ce qui concerne l'islam, je pense que la vraie lutte contre l'islamophobie, à mon avis, et la vraie estime envers les musulmans, c'est de les aider à retrouver l'esprit d'Abraham qui est dans la lecture privatisée de l'islam, celle du Coran de la Mecque. Vous savez, à la Mecque, Mahomet était ami des Juifs et des chrétiens, et il avait créé une sorte de symbiose judéo-chrétienne musulmane. Vous, Alexandre Delval, vous intégrez les musulmans mais vous savez que tous les musulmans modérés et réformistes qui ont été condamnés par la charia, qui sont des grands esprits comme celui dont je parlais tout à l'heure, Ahmed Youssef, tous ceux que je connais,
mais tous les musulmans réformistes, ils aiment le Coran de la Mecque et ils condamnent la partie de Médine où Mahomet est devenu un chef de guerre. Donc il faut aider les musulmans à rompre avec ce qui est temporel, donc qui peut être remis en question puisque c'est pas lié à la foi, et les aider à se recentrer sur leurs textes qui sont les plus intemporels, les plus spirituels, et c'est l'esprit de beaucoup de religions que de privilégier ce qui est intemporel, spirituel, plutôt que ce qui est conjoncturel. On vous entend bien sûr, Alexandre Delval, en un mot, parce que c'est vrai que nos auditeurs vous connaissent, mais peut-être pas tant. Vous avez été, dans vos jeunes années estudiantines, proche de l'extrême droite. Aujourd'hui, c'est terminé. En fait, c'est faux. Je m'étais proche de l'extrême droite, mais vous savez, en France, il suffit d'avoir fait une réunion avec quelqu'un qui est facho pour être traité de facho. Par exemple. Mais c'est faux. Vous savez ce qui s'est passé? Parce que ça m'intéresse que vous le disiez. Non, il n'y a aucun problème. Le GUD me déteste. Ils avaient même fait un article contre moi parce que j'étais un auteur marié à une juive. Mais il se trouve que des gens du GUD, parce que des livres qui condamnent à un moment la stratégie américaine en Afghanistan et des livres des géopolitiques comme j'ai fait, qui étaient préfacés par le grand résistant Pierre-Marie Gallois, parfois ça a plu. Et on m'a accusé d'être pour ceux qui venaient parfois écouter mes conférences. On a bien entendu complètement ubuesque. Mais merci, attendez, à Aix-en-Provence, il n'y avait même pas le GUD. Alors j'aimerais que ceux qui m'ont accusé d'être un ancien GUDard me prouvent où est-ce qu'il y avait le GUD à Aix-en-Provence. On ne les aimait pas et on n'était pas avec notre émission. Merci. Enfant d'Abraham. Geoffroy Didier, vous êtes un enfant d'Abraham. Pourquoi? Un enfant d'Abraham, c'est selon moi avant tout être un combattant. Non pas un combattant de la foi de son voisin, mais un combattant de l'ignorance. Parce que c'est l'ignorance qui est le terreau des extrémismes et notamment de l'islamisme. Et je crois qu'il faut que nous veillions à ce que l'instruction publique, que l'école enseigne bien davantage les religions, et ce dès le plus jeune âge, parce qu'en réalité on découvre à quel point beaucoup, une fois adultes, ne connaissent même pas la religion de leurs amis, de leurs voisins, et qui sont dans leur quartier. Et c'est cette ignorance-là qui crée évidemment l'exclusion. Et puis être un enfant d'Abraham, c'est vivre sereinement sa foi, mais accepter toujours que cette foi soit en dessous de la loi. C'est-à-dire que la loi reste la clé de voûte, être protégé par la loi, mais aussi être respectueux de la loi. Et le dernier mot, le dernier enfant d'Abraham, qui pourrait définir qu'est-ce qu'être un enfant d'Abraham, s'appelle Francis Khalifa du CRIF. Écoutez, pour moi, être un enfant d'Abraham, c'est d'abord être héritier d'une histoire. D'abord l'histoire de l'humanité, bien évidemment, mais aussi l'histoire du peuple juif, puisque je suis juif et que je porte dans ma chair cette alliance qu'a fait le peuple juif avec Dieu, à travers Abraham, et à travers la circoncision. Donc pour moi, être un enfant d'Abraham, c'est d'abord ça, mais c'est aussi parce que Abraham est le père de l'humanité, c'est le père du monothéisme, et dans cette humanité monothéiste, on retrouve l'ensemble des religions, l'ensemble des religions monothéistes, bien sûr. On n'oublie pas les musulmans. Mais bien sûr, il y a le judaïsme, le christianisme, et l'islam. Et donc, être un enfant d'Abraham, c'est contribuer à recréer l'harmonie et la bonne relation, je dirais pas le bien vivre ensemble parce que c'est des mots qui sont galvaudés, mais en tout cas de créer l'harmonie entre l'ensemble de ces trois religions, et c'est à ça que nous devons œuvrer. Et je crois que l'universalisme républicain, c'est aussi l'héritage des enfants d'Abraham. Merci beaucoup infiniment Francis Khalifa, président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, d'avoir été notre invité, avec Geoffroy Didier, député européen Les Républicains, et Alexandre Delval. Je citerai d'ailleurs votre livre, le dernier en date, Le Projet, c'est sur les frères musulmans aux éditions de l'Artilleur. Merci infiniment d'avoir été nos enfants d'Abraham ce soir. Dans quelques instants, vous allez retrouver la musique, le festival judéo-oriental avec Avner. Et nous, on se retrouve, si vous le voulez bien, mardi prochain pour un nouveau numéro d'Enfants d'Abraham.